Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Anne-Sophie Seban-Bécache, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en géopolitique et vous êtes la directrice France de l'IJC, l'American Jewish Committee. Je voudrais qu'on démarre cette émission avec une sortie remarquée, celle du porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, qui a fait sensation hier. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision israélienne 13, il a affirmé que le Hamas ne pouvait être éliminé. C'est une idée, c'est un parti. Il est enraciné dans le cœur des gens, a-t-il affirmé. Ça révèle une nouvelle fois les tensions latentes entre Benyamin Netanyahou et les responsables de Tsahal, entre les états-majors politiques et militaires israéliens. Je crois que par là, il a voulu effectivement alerter sur le fait que d'avancer dans le discours public, donc en fait dans le discours politique israélien, que l'objectif c'est la destruction totale du Hamas, ça peut être préjudiciable. Et on l'a vu d'ailleurs même dans les débats ici en France sur mais on ne peut pas détruire le Hamas, qu'est-ce que ça veut dire détruire le Hamas, et rappeler ce qui finalement est l'objectif de tous et des Israéliens, c'est-à-dire détruire le Hamas, ça veut dire détruire les capacités militaires et la capacité du Hamas à continuer de gouverner la bande de Gaza, mais évidemment que ça ne veut pas dire tuer l'idéologie, tuer les groupes affiliés. C'était une erreur de l'affirmer dès le départ du point de vue du gouvernement israélien. Je pense que ça aurait pu être précisé. Néanmoins, dans le début d'une guerre, on a un discours de guerre, de la même manière que le président François Hollande, au lendemain des attentats de novembre, avait dit on va détruire l'État islamique et il faut que la coalition internationale... Alors évidemment, ça ne voulait pas dire détruire jusqu'au dernier et détruire l'idéologie. Maintenant, je pense que c'est important que le porte-parole de l'armée rappelle précisément quels sont les objectifs et porte ce discours-là qui est plus militaire mais qui permet d'aller vraiment plus concrètement sur... et être capable aussi de montrer ce que l'armée israélienne a réussi à faire. Donc quasiment tous les bataillons aujourd'hui du Hamas ont été détruits. Dire précisément ce qu'ils font aujourd'hui à Rafah et quand est-ce que cet objectif sera rempli de manière plus concrète. Daniel Hagari a insisté sur le fait que le seul moyen d'écarter ou du moins de fragiliser structurellement le Hamas, c'était de lui trouver une alternative. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là ? Oui, ce qu'il dit aussi, et c'est pas nouveau, donc on dit que ce discours de Hagari est sensationnel. En réalité, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, avait déjà dit porter de tels propos pour dire qu'effectivement... Sauf que c'est un ministre, et donc c'est un politique, alors que là, on est moins habitué à ce qu'un responsable militaire puisse s'exprimer ainsi publiquement. Bien sûr, parce que lui, il dit que pour remplir l'objectif militaire, qui est donc de faire en sorte que le Hamas ne soit plus en mesure ni de nuire à Israël militairement, ni de gouverner Gaza, il faudra mettre quelqu'un à la place. Ensuite, sur le qui, quoi, comment, il dit, d'ailleurs, il précise dans l'interview, ça relève toujours du politique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut penser cet après. Sinon, militairement, on sait que, sinon, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs militaires puisque le Hamas, de fait, reprendra une forme de gouvernance à Gaza. Alors ensuite, ce qui est mis sur la table, ce qui semble le plus vraisemblable comme scénario, c'est de donner à des civils gazaouis qui seraient totalement dissociés du Hamas la responsabilité d'administrer les services publics à Gaza, de distribuer la nourriture, l'aide humanitaire en coordination avec les ONG à la fois locales et internationales. On les cherche toujours, visiblement. Oui, parce qu'il y avait eu l'idée de se dire il faut que l'autorité palestinienne ravivée, réformée, reprenne le pouvoir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'autorité palestinienne, d'après les informations qu'on a, n'est ni ravivée, ni réformée et a du mal même à contrôler ce qui se passe en Cisjordanie, parce qu'on l'oublie toujours, mais il y a aussi ce front-là. Et on voit aujourd'hui que l'Iran est extrêmement présent, qu'il y a de nombreuses tentatives d'attentats et Israël est très actif, l'armée israélienne est aussi très active en Cisjordanie pour déjouer et pallier en fait au manque de contrôle et de gouvernance de l'autorité palestinienne. Donc on voit pas très bien comment aujourd'hui on pourrait penser un après où l'autorité palestinienne assurait cette responsabilité dans la bande de Gaza. Et c'est ce à quoi pense Daniel Hagari lorsqu'il s'exprime hier sur la nécessité de faire jouer un rôle à l'autorité palestinienne, revivifier... Je pense pas. Je pense que lui, ce à quoi il fait référence, c'est de se dire il faut trouver une solution. Il faut qu'il y ait une solution, que ça passe effectivement par des civils gazaouis qui seraient palliés au Hamas et qui seraient à même de... On a parlé de grands dignitaires palestiniens il y a quelques mois. Finalement, c'est tombé assez vite à l'eau. Il y a eu des menaces aussi du Hamas. En tout cas, je ne pense pas qu'Hagari vise précisément l'autorité palestinienne parce qu'il y a, et encore plus au sein de l'armée, cette conscience de la faiblesse de l'autorité palestinienne et on n'a pas vu de progrès depuis 8 mois de ce point de vue-là. Donc, mais trouver une solution, oui, nécessaire parce que sinon, l'armée ne pourra pas remplir cet objectif d'empêcher le Hamas de continuer à gouverner sur la bande.
Ces déclarations de Daniel Hagari, jusque-là très prudent en matière politique, réinterrogent nécessairement ce qui avait été présenté au lendemain du 7 octobre comme les objectifs de guerre. Est-ce que le gouvernement israélien était trop maximaliste de ce point de vue-là, considérant que seule la destruction totale était l'objectif et créant du même coup une forme d'attente très forte de l'opinion publique israélienne? Oui, bien sûr. Après, encore une fois, je pense qu'il y a plusieurs temps dans la guerre et un discours qui est porté au lendemain du 7 octobre sur le début ou la future intervention militaire israélienne en réponse au 7 octobre est forcément pas le même qu'un discours qui est tenu après 7 mois de guerre. Mais Netanyahou, il le dit toujours. Hein. Oui. Ce discours... Alors, il y a eu une réponse du Premier ministre à l'interview de M. Hagari, où en fait, on voit qu'il s'aligne. D'ailleurs, Hagari a ensuite répondu à la prise de parole de Benyamin Netanyahou pour dire on est raccord, on est totalement aligné sur les objectifs qui sont ceux-là. Démilitariser et empêcher le Hamas de continuer à gouverner. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de lucidité qui est importante, qui est du discours de Hagari aussi, pour dire il faut que le public israélien soit conscient qu'on ne pourra pas, par exemple, sauver tous les otages à travers des opérations militaires, alors que là aussi, dans le discours du Premier ministre Netanyahou, il y a un maximalisme beaucoup plus important où il dit on est proche de la victoire totale, on va ramener tous les otages, etc. Ce qui est faux, plus pragmatique. Du point de vue de l'armée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que ça permet aussi de dessiner peut-être un horizon à court terme de la fin de la guerre ou au moins d'un cessez-le-feu ? Oui, je pense que ça permet de dessiner un horizon. Ce qu'on comprend des informations données par l'armée, encore une fois, c'est que l'opération à Rafah, elle devrait encore se poursuivre pour 2 à 3 semaines, que la quasi-totalité des bataillons du Hamas ont été éliminés, que le bataillon de Rafah est sur le point d'être éliminé, qu'ensuite l'armée sans doute aurait à poursuivre des opérations mais régulières et très ciblées dans d'autres zones de la bande de Gaza où l'armée n'est pas encore intervenue, ou bien où d'autres groupes terroristes se sont réfugiés. Et ce qu'on sait aussi, c'est que, ce qu'a dit aussi Hagari, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de menaces terroristes du tout. Et donc, ça ne veut pas dire que l'armée devra totalement cesser de contrôler ce qui se passe, d'assurer la sécurité, Comment etc. Là aussi, c'est une forme de pragmatisme qui, je pense, est important à faire entendre au public israélien. Action de l'armée comme en Judée-Samarie avec des incursions répétées. Exactement. Je pense que c'est le scénario vers lequel on se dirige pour les prochains mois, en considérant que d'ici quelques semaines, à Rafah, ce sera terminé. Et avec la perspective de ce qui pourrait se passer au nord aussi. On sait que que le dilemme auquel fait face Israël aujourd'hui, c'est plutôt vers le nord que ça se passe. Et je pense que la décision devrait être prise au moment où ça va commencer à se calmer véritablement à Gaza. Au plus haut niveau des objectifs du point de vue militaire de la guerre à Gaza, est-ce que la libération des otages, au moins des otages vivants dans un premier temps, est toujours à ce niveau-là, avant d'autres objectifs ? Oui, je crois que c'est toujours placé comme priorité. Après, encore une fois, d'un point de vue purement militaire et pragmatique, ça a été dit par l'armée israélienne, ce ne sera pas possible, étant donné les conditions dans lesquelles les otages sont détenus, etc. Ce ne sera pas possible de tous les sauver par des opérations militaires. Il expliquait très bien comment tous les services de renseignement et les unités spéciales sont sur ce sujet au quotidien, que certaines opérations n'ont pas été menées parce que trop dangereuses, etc. Et le fait qu'ils nous disent aujourd'hui que tous les otages ne pourront pas être ramenés militairement, ça aussi donne de la légitimité à la poursuite parallèlement de négociations pour un potentiel deal avec le Qatar, avec la médiation du Qatar et des États-Unis et le Hamas pour une libération des otages non militaire, mais dans le cadre d'un accord. On va y revenir dans un instant. Un responsable du bureau politique du Hamas s'est félicité ce matin du constat posé par Daniel Hagari. C'est une manière d'admettre qu'Israël a échoué, a déclaré Ghazi Hamad dans une interview à Al Jazeera. Politiquement, est-ce que Benyamin Netanyahou peut accepter de mettre un terme à la guerre si ce constat d'échec s'impose dans le discours médiatique israélien et international? Anne-Sophie Seman-Mekash. Non, je crois pas. Je crois que ce qu'a dit, encore une fois, le porte-parole de l'armée est très important parce que, justement, si d'ici 2-3 semaines, l'armée israélienne vient au bout du bataillon du Hamas à Rafah, peut déclarer que que le Hamas est plus capable militairement aujourd'hui d'attaquer Israël, je pense qu'à ce moment-là, en réalité, l'armée israélienne va déclarer une victoire.
Et après, c'est de la rhétorique, évidemment, que le Hamas utilise ce discours-là pour dire, et puis les discours des premiers jours de la guerre pour dire ils nous ont pas éliminés. Mais on verra bien ensuite leur capacité ou non de nuisance à l'État d'Israël. Et c'est ça qui compte. Vous pensez que leurs capacités de nuisance seront complètement annihilées d'ici quelques semaines déjà ? En tout cas, en grande partie, ce que je comprends aussi, c'est qu'aujourd'hui, des combattants du Hamas continuent à agir, mais davantage comme une guérilla, plus que comme une organisation terroriste. Et ça dit quand même quelque chose. Leur mode opératoire a changé parce qu'ils sont extrêmement affaiblis. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la menace sera totalement éliminée parce que si le Hamas en tant que tel n'est plus capable, ni militairement, ni administrativement, de gouverner à Gaza et de nuire à Israël, il y aura peut-être d'autres groupes, il y aura peut-être d'autres groupes affiliés qui vont émerger. Mais Israël aura eu cette victoire-là et empêchera les autres de nuire également. Benny Gantz a quitté le cabinet de guerre israélien la semaine dernière après avoir échoué à obtenir de Benjamin Netanyahou un plan post-guerre dans la bande de Gaza. Un cabinet de guerre qui a été dissous depuis par Benjamin Netanyahou pour éviter, dit-on, que n'y entre le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Est-ce que vous regrettez cette disparition de cet organe parallèle au cabinet de sécurité israélien ? On s'est posé la question et vraisemblablement ça ne change pas grand-chose. Enfin, c'est ce qu'on nous dit et surtout la raison donnée semble être la bonne, c'est-à-dire que la volonté du Premier ministre d'éviter à tout prix que les ministres de son gouvernement d'extrême droite ne doivent absolument rentrer dans le cabinet de guerre et du coup il discute de la guerre avec son ministre de la Défense et le chef de l'armée. Apparemment, concrètement, techniquement, ça ne change pas grand-chose. Le fait que des figures de l'opposition y participent, est-ce que ça permettrait de s'assurer que les bonnes décisions soient prises et que la guerre ne soit pas menée de manière par une ou deux personnes seulement ? On a reproché ça à l'état-major politique israélien en 2006 à Ehud Olmert de ne pas faire suffisamment circuler la parole et les discussions. C'est évident que pour la suite, et notamment si le front s'ouvre au nord, il serait plus souhaitable d'avoir une union nationale la plus large possible. Enfin, en tout cas, effectivement, un collège qui décide de ce genre de choses, qui représente de manière plus large la représentation politique israélienne. C'est toujours souhaitable. Maintenant, si ça a permis d'éviter que certains membres d'extrême droite, qui pour le coup auraient pu aussi conduire à prendre des décisions n'allant pas forcément dans le bon sens des intérêts d'Israël, on se dit aujourd'hui que c'était peut-être pas plus mal. Vous citiez tout à l'heure Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, qui avait écarté l'hypothèse d'un gouvernement militaire à Gaza. Est-ce que le maintien du statu quo pourrait finalement aboutir à l'établissement d'un gouvernement militaire sur une partie du territoire de Gaza, à court ou moyen terme en tout cas ? Un gouvernement militaire, je ne crois pas. Ensuite, d'une organisation de l'armée israélienne qui permettrait de continuer d'assurer la sécurité aux frontières et aussi d'intervenir si une menace terroriste venait à émerger ou à être identifiée dans la bande de Gaza, oui, évidemment. Mais pas de présence pérenne sur le territoire de Gaza ? Non, je ne crois pas, parce qu'il semble que vraiment la solution qui est la plus probable et qui est sur la table, c'est de faire en sorte que des civils gazaouis puissent être en charge, en tout cas, des services publics et de l'organisation de la vie à Gaza, mais pas de la sécurité, non, bien sûr. Ce débat intervient alors que les négociations semblent au point mort en vue de la libération d'otages en échange d'une trêve à Gaza. Citant certaines sources du renseignement américain, le Wall Street Journal affirme aujourd'hui que seule une 50aine d'otages pourraient être toujours en vie. Qu'est-ce que cela change sur la conduite de la guerre par Benjamin Netanyahou ? À mon sens, ça ne devrait pas changer grand-chose puisque l'objectif reste la priorité doit rester celle de la libération des otages. Encore une fois, la seule chose dont on est sûr, c'est que l'opération militaire ne permettra pas à elle seule leur libération. Et donc, se pose la question de l'autre voie, c'est-à-dire la négociation et un accord potentiel. Cette voie-là, on voit bien qu'elle est extrêmement périlleuse. J'ai lu là qu'apparemment une délégation israélienne est en train de se rendre au Qatar pour poursuivre les négociations. On voit bien que les objectifs sont totalement antagonistes. Et on a vu que par rapport à la feuille de route proposée par le président américain, on a d'un côté, évidemment, Israël qui exige la libération de tous les otages, dont on sait qu'ils représentent une assurance vie
ultime pour le Hamas. Et de l'autre côté, le Hamas essayait de changer les paramètres pour assurer un cessez-le-feu permanent, ce qui leur permettrait pour le coup de réassurer une forme de gouvernance à Gaza, ce qui est totalement antagoniste avec l'objectif militaire qu'on a rappelé d'Israël. Donc ça paraît... Alors, comment on en sort à part par l'option militaire ? C'est extrêmement... Un dilemme presque insoluble. Oui, tout à fait. Est-ce que Doha conserve toujours des leviers importants sur la direction du Hamas pour les contraindre à accepter, là en l'occurrence, l'offre américaine, ou est-ce que c'est finalement toujours le leadership à Gaza, et en l'occurrence autour de Yahya Sinwar, qui conserve le dernier mot ? Non, je pense que le Qatar a une influence. Il les héberge quand même depuis longtemps, finance Gaza depuis longtemps aussi. Je pense qu'ils peuvent exercer une forme d'influence. Mais financière d'abord ? Financière, oui, financière, politique, géopolitique, à tous les niveaux. Mais on voit bien que l'intérêt général, global dans cette guerre pour le Hamas n'est pas d'accepter cet accord et n'est pas d'avoir un cessez-le-feu temporaire. Ce qu'ils veulent, c'est un cessez-le-feu permanent et garder des otages pour s'assurer de poursuivre une négociation, de se reconstituer entre-temps, etc., etc. Donc je ne vois pas, malgré la pression qatari, en quoi ça peut bousculer l'objectif stratégique du Hamas aujourd'hui. Anne-Sophie Seban-Bekesh, intéressons-nous à présent à la situation sur le front nord. Les affrontements entre Tsahal et le Hezbollah se poursuivent et même s'intensifient. L'armée israélienne a affirmé cette semaine avoir validé des plans opérationnels en vue d'une offensive au Liban, pas seulement donc contre le groupe terroriste. Qu'est-ce qui pourrait encore empêcher une guerre, peut-être dès cet été ? Ce qui pourrait empêcher une guerre, ce serait à la fois que le Hezbollah baisse l'intensité de ses attaques contre Israël. Ça paraît improbable pour l'instant. Ce qui paraît improbable. Après, ce qu'on comprend, c'est que le Hezbollah, en quelque sorte, a son honneur à sauver. Et tant que la guerre se poursuit à Gaza, continuera son offensive. Maintenant, si d'ici quelques semaines, l'opération s'arrête à Rafah, qu'Israël déclare une forme de victoire à Gaza, que ça se calme, est-ce qu'on pourrait envisager que le Hezbollah diminue l'intensité de ses attaques contre Israël ? Possible, mais ça ne résout pas tout, puisque la menace sécuritaire persiste pour les populations du nord d'Israël. Ça ne garantit pas aux Israéliens que demain, le Hezbollah ne va pas préparer son propre 7 octobre. On a parce qu'Israël répète les responsables qui veulent changer les règles du jeu sur le front nord. Oui, parce que la situation, elle est intenable dans un contexte post-7 octobre pour les populations. C'est pas possible de revenir au même stade qu'on en était avant le 7 octobre avec un Hezbollah présent aux frontières. Donc soit ils diminuent leurs attaques et leurs provocations. Et c'est ponctuel. Aussi, on ne change pas les règles. Oui, non, voilà. Donc ça ne suffit pas. Mais si on ajoute à ça, mettons, des négociations qui permettraient de faire en sorte que le Hezbollah accepte de se retirer et d'assurer une zone tampon de sécurité à la frontière. On parle de 10 km, peut-être un peu plus. Exactement, donc c'est l'objet des négociations où notamment la France essaie de jouer un rôle, etc. Mais sans ça, ça paraît effectivement très compliqué. Et Israël est face à un dilemme très, 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 très difficile, avec en effet d'un côté 600 000 personnes qui ont été évacuées depuis 8 mois. Du 60 000. Nord, Israéliens qui ont été évacués, 60 000, et des dommages très importants. Je crois que c'est plus de 30% des maisons de certains villages, de certaines localités qui ont été détruites par les attaques du Hezbollah. C'est des dommages économiques encore plus importants, une activité qui s'est totalement arrêtée. Donc on a ça d'un côté, et de l'autre, effectivement, le risque de mener une guerre qui sera beaucoup plus meurtrière, beaucoup plus compliqué à mener. C'est un arsenal militaire et balistique beaucoup plus important du Hezbollah. Enfin, tout ce qu'on sait, une mobilisation très importante de soldats côté israélien. Et je crois qu'Israël n'a pas encore fait ce choix, devra faire ce choix, et il est éminemment compliqué à prendre. Il nous reste 1 minute 30, c'est déjà presque la fin de l'émission. En tout cas, de sa première partie, l'émissaire spécial américain au Liban, Amos Hochstein, était en Israël et au Liban en début de semaine. Et selon la chaîne israélienne Cannes, il aurait averti les responsables libanais que les États-Unis soutiendraient une opération israélienne limitée si le Hezbollah ne cessait pas ses attaques. Est-ce que les acteurs politiques libanais, outre donc le Hezbollah, pourraient contraindre Hassan Nasrallah à renoncer à écouter les lignes rouges fixées à la fois par les Israéliens et les Américains ? Oui, je crois que c'est ce qu'ils essayent de faire, et je crois qu'ils n'ont vraiment pas intérêt à ce que ça explose. Donc c'est tout le jeu politique en ce moment. Et d'ailleurs, Il est sensible à ça, au-delà de ce que peut lui demander l'Iran.
Oui, je pense qu'il est sensible parce qu'aujourd'hui, le Hezbollah joue un rôle politique majeur sur la scène politique libanaise plus largement et entend garder ce rôle, garder sa place. Donc c'est aussi pour ça qu'on dit que le Hezbollah n'aurait pas aujourd'hui intérêt à une guerre totale avec le Liban. Et j'ai lu d'ailleurs sur les dernières déclarations de Nasrallah, notamment vis-à-vis de Chypre, qu'il y avait un enjeu lié à des rapports de force de politique interne qui expliquent aussi, qui permettent d'analyser certaines des déclarations du chef du Hezbollah. Nasrallah a déclaré hier qu'aucun lieu d'Israël ne serait épargné par les missiles du Hezbollah en cas d'attaque israélienne contre le Liban. Il a également, je vous le disais, mis en garde Chypre contre tout usage de son territoire par l'armée israélienne. C'est une guerre qui pourrait s'étendre, ma dernière question, au-delà même des frontières israélo-libanaises, à la région. Oui, et d'ailleurs, ça fait partie, je pense, de l'analyse du risque par Israël. C'est-à-dire, c'est un arsenal important du Hezbollah, mais c'est derrière l'Iran. Et après l'attaque de l'Iran du 13 avril, la question se pose, ils seraient capables de refaire ce type d'attaque. Et comment Israël ferait face à la conjonction de ces différents fronts qui ne se limiteraient pas effectivement à la frontière libano-israélienne. Merci beaucoup Anne-Sophie Seban-Bekech d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice France de l'American Jewish Committee. On peut retrouver cet entretien notamment en vidéo sur YouTube. Merci à vous, à très bientôt. Merci Steve.